Deuxième et dernière vidéo de ce chapitre 9 et également dernière vidéo du cours vu que c'est le dernier chapitre. Et ici on va parler des écrans OLED, mais pas seulement, de quelques caractéristiques générales d'écran dont on n'a pas parlé dans la vidéo précédente et des écrans du futur. Donc, commençons par les écrans OLED. OLED, c'est pour Organic Light Emitting Diode, donc ce sont des LED organiques. Alors les écrans AMOLED et POLED, c'est pareil, le fonctionnement est le même, c'est juste un petit peu de marketing devant, donc ça on s'en fout. Tout ça c'est de l'OLED. Alors comment ça marche? L'idée c'est que on a plusieurs fines couches de matière organique qui sont entourées par cathode et anode, et donc à un moment donné on va faire passer un courant à travers cette couche, et la particularité, c'est que ces matériaux, dès qu'il y a un petit champ électrique faible de part et d'autre, il y a un photon qui est émis. Et donc il y a trois matériaux différents. Il y en a un où sa propriété, ça va être d'émettre de la lumière rouge, un autre qui émettra de la lumière verte, et un troisième qui émettra de la lumière bleue. Et vous avez donc ici dans l'illustration là un pixel. Voilà, avec ces trois sous-pixels, rouge, vert et bleu. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà le principe d'un écran OLED. Donc c'est techniquement beaucoup plus simple qu'un écran LCD, sauf que c'est pas forcément facile à fabriquer parce que, par exemple, l'écran doit être complètement étanche, c'est sensible à l'humidité, bref, il y a plein de petites choses qui font que c'est pas si facile à fabriquer que ça. Et un gros avantage, et le tout gros avantage de l'écran OLED, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Donc on n'est pas avec des LED en arrière-plan qui éclairent en permanence, où on fait passer ou pas la lumière. Non, on pilote directement un matériau qui émet sa propre lumière. Ce qui signifie que quand on veut ne pas allumer le pixel, bah, on a un noir parfait. Parfait de chez parfait. Bah oui, parce que le pixel ne doit rien faire. C'est comme si l'écran était coupé. Donc, typiquement, quand ils ont présenté ces écrans-là à la presse la première fois, c'était malin ce qu'ils ont fait. C'est ils ont fait rentrer les journalistes dans une pièce sans aucune lumière, une pièce complètement obscure, où on ne voit rien du tout. Et alors ils ont dit aux journalistes, écoutez, là la télé est allumée. Elle affiche du noir, mais elle est allumée. Où est-elle? Eh ben, impossible de voir où elle est, parce que la télé n'émettant aucune lumière, dans une pièce complètement obscure, bah, le noir est parfait. Donc, tandis que si vous prenez un écran LCD, même le dernier cri plus cher de tous, vous le mettez dans une pièce, vous affichez une image noire, bah, vous allez tout de suite voir que l'écran est allumé et où il est. Donc, les écrans OLED, et donc de par ce fait, ont un contraste infini. Donc si on compare les OLED, je reprends mon tableau avec les écrans LCD, on avait les types de dalles TN, VA et IPS. Ben voilà, ça y est, le rendu des couleurs est excellent sur les OLED, donc meilleur que les autres, le contraste est parfait, donc meilleur que les autres, le temps de réponse est excellent, bah oui, il n'y a pas de cristaux liquides qui doivent bouger, donc il n'y a pas de phénomènes physiques qui rentrent en jeu, enfin il n'y a pas de déplacement de molécules qui rentrent en jeu dans le fonctionnement des pixels, donc le temps de réponse est d'office excellent. Les angles de vision, bah, il y a pas une superposition de couches de lasagne comme dans un écran LCD, donc ils sont excellents aussi. Le seul inconvénient, là dans ce tableau, si je prends les caractéristiques, bah, c'est que c'est un peu cher, quoi. Voilà, donc ça c'est l'inconvénient. Vous n'avez pas une télé 55 pouces à 300 € en OLED, hein, ça n'existe pas. Donc ça c'est l'inconvénient de l'OLED. Mais sur le plan image, finalement, vous voyez que ça bat de très loin les écrans LCD. Ah, Natsuki, tiens, ça faisait longtemps, qu'est-ce qu'elle nous veut? Donc tout est meilleur en dehors du prix, qu'il se pose comme question. Question judicieuse. Bon, en fait, non, il y a quand même des inconvénients. Et on va dire que les trois gros inconvénients de l'OLED, ben, c'est que ces écrans sont moins lumineux que des LCD. Oui, il n'y a pas un rétroéclairage là qui peut être puissant en arrière-plan. Ici, non. Les écrans sont moins lumineux, donc pour faire des écrans en extérieur et des choses comme ça, c'est peut-être pas le top du top. Maintenant, bon, pour une télé, pour regarder des films, généralement on est dans des pièces sombres, et là, celle-là c'est magique. Sinon, deux inconvénients quand même un peu dérangeants. Moi perso, c'est ce qui m'a freiné avant de passer à l'OLED. C'est la durée de vie plus courte.
Donc typiquement, ces couches organiques s'usent et normalement la durée de vie d'un écran OLED est quand même moins bonne qu'un écran LCD. Surtout, alors c'est ce qu'on disait beaucoup avant, soit disant que c'est plus le cas, mais j'ai aucune preuve qui dit que c'est plus le cas. Les couches de matériaux bleus, qui émettent de la lumière bleue, s'usent plus vite que les autres. Donc dans le temps, normalement un écran OLED sera plus vite déprécié, enfin sera plus vite à bout qu'un écran LCD. Mais bon, c'est raisonnable, hein, on parle de 50 000 heures, donc ça va. Et sinon, le gros inconvénient que les détracteurs de l'OLED mettent toujours en avant, c'est la sensibilité au burn-in. Ça, c'est un problème qu'il n'y a pas sur les LCD et ça peut être très dérangeant. Et ça, on verra au calque d'après. Autre petit inconvénient, mais je ne l'ai pas noté, si par exemple vous faites de la bureautique, un écran de PC, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a quasi pas d'écran PC OLED. Si vous affichez des images blanches parce que vous êtes sur Word par exemple en permanence, ça implique que les couches organiques émettent à fond tout le temps plein de lumière. Du coup, c'est une consommation un petit peu plus élevée que si vous regardez des films. Mais surtout, comme vous émettez beaucoup de blanc, vous usez plus vos matériaux organiques qu'en regardant un film où ce sont souvent des couleurs sombres. Donc, si vous avez un écran OLED que vous utilisez pour plusieurs choses et éventuellement surfer et faire de la bureautique, etc., je vous conseille fortement un dark mode qui assombrit l'image. Ça améliorera la durée de vie de l'écran. Je vous en parlais juste avant, l'effet de burn-in, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet que les pixels s'usent mais marquent aussi. Donc vous avez ici deux exemples. Donc on voit ici les boutons sur le smartphone. Ou bien ici c'est le résultat sur un écran de télé après avoir affiché par exemple le canal CNN pendant des heures et des heures tous les jours. Et au final, comme le logo CNN, voilà, CNN est écrit en blanc, est toujours au même endroit, il y a eu une fatigue beaucoup plus intense de ces pixels à cet endroit-là. Et à un moment donné, le niveau de fatigue étant très différent des pixels voisins, l'écran commence à se marquer. Voilà. Et ça s'appelle un effet de burn-in. Donc les couches phosphorescentes sont usées. Donc si vous il faut pas utiliser un écran OLED pour mettre dans un hall par exemple avec CNN en permanence, vous allez bousiller votre écran. Il faut toujours que les images changent sur un écran de type OLED. C'est pour ça que c'est très mauvais, enfin en informatique, un écran OLED avec je sais pas moi, le menu Windows, ce genre de truc là, c'est très des endroits où il y a toujours la même chose qui est éclairée. Si vous travaillez toujours sur le même logiciel, les mêmes zones qui sont toujours éclairées de la même façon. Donc en informatique, c'est pour ça que les écrans OLED, il y en a quasi pas. Pour ça, c'est une des raisons. Donc c'est un problème qu'il n'y a pas avec les écrans LCD. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur la majorité des écrans OLED, il est conseillé d'avoir un écran de veille. Et d'ailleurs les télés intègrent souvent un écran de veille. Perso j'ai une télé OLED et après, je sais pas moi, 30 secondes où on est dans les menus, la télé met un écran de veille parce qu'elle estime qu'on n'est plus devant et pour éviter d'user et d'avoir un effet de burn-in. L'OLED offre aussi d'autres possibilités, vu la finesse que peuvent avoir ces écrans, il y a moyen de faire ça de façon transparente. Donc vous voyez, c'est enfin, transparente, je dirais plutôt translucide. Donc il y a moyen de faire des écrans translucides, comme vous pouvez le voir ici. Alors l'intérêt premier, c'est de les mettre dans des films de science-fiction. L'intérêt second, apparemment le marketing dit ouais, on peut mettre ça dans des vitrines pour, au lieu de mettre des promotions avec des autocollants sur les vitrines des magasins, on met des écrans OLED transparents où on affiche ce qu'on veut. Voilà. C'est comme ça qu'ils vendent le produit. Perso, je vois pas trop l'utilité, mais admettons. Il y a moyen de faire des écrans flexibles en OLED et il y a moyen de faire les deux, du transparent flexible. Bon, il faut avoir les utilisations, mais ça ouvre quelques pistes plus compliquées à faire avec des écrans LCD. Ah, Natsuni, qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'OLED, c'est dépassé, il y a le QLED maintenant. Ok, ok. Bon, on a une belle victime du marketing. Donc, on va vous expliquer maintenant, c'est quoi la différence entre OLED et QLED.
QLED déjà, c'est l'acronyme de quoi? C'est l'acronyme de Quantum LED. Ok, ça c'est première chose. Et alors, il y a donc des écrans QLED. Et vous vous dites, ouais, mais un écran QLED, donc c'est des Quantum LED au lieu de Organic LED. En fait, non, les écrans QLED ne contiennent aucune QLED. Voilà, il n'y a pas de QLED, ça n'a rien à voir avec QLED, mais ils ont décidé d'appeler les écrans QLED, QLED. Enfin, les écrans non QLED, de les appeler QLED. Donc finalement, du coup, qu'est-ce qu'un écran QLED? Bah, c'est un écran LCD, tout à fait conventionnel. Voilà. Sauf que les LED de rétroéclairage, au lieu d'être blanches, elles sont bleues. Et un petit filtre de couleur. Donc au lieu d'avoir le filtre rouge-vert-bleu classique des écrans conventionnels, c'est remplacé par un filtre de tubes de type Quantum Dots. Ce sont des nanomatériaux. Et en fait, ce filtre, il convertit la lumière bleue. Donc, sur un écran LCD classique, c'est de la lumière blanche qui est convertie en rouge, vert ou bleu. Ici, c'est de la lumière bleue qui est convertie en lumière rouge, lumière verte ou lumière bleue. Et apparemment, on a des couleurs qui ont un peu plus de gueule avec ce système-là qu'avec un LCD classique. Parce qu'en fait, avec les LCD classiques, la lumière n'est jamais purement blanche du rétroéclairage. Il est difficile de faire une lumière purement blanche. Par contre, faire une lumière purement bleue, c'est pas un problème. Et donc, partant de là, c'est comme ça qu'on arrive à faire des couleurs meilleures avec les écrans QLED plutôt que les LCD conventionnels. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est un LCD avec des couleurs bonus. Voilà, c'est ça un écran QLED, mais il n'y a pas du tout de Quantum LED. Donc, vous imaginez le gars du marketing, j'essaie de représenter ce que je vois d'un marketeur, un personnage que tout le monde apprécie. Donc, le mec, quand les ingénieurs lui montraient l'écran, il se dit donc il y a des LED dans la dalle, hein, on est bien d'accord. Ouais, ok. Et il y a un Q truc, j'ai pas capté, mais il y a Q quelque chose. Ouais, donc on va l'appeler QLED, ça fait bien. Alors, bah, les ingénieurs, ils ont dit, mais vous pouvez pas, hein, vous avez déjà, il faut savoir que c'est la même entreprise qui a donné le nom des QLED et le nom des écrans QLED. Vous pouvez pas, vous avez déjà déposé le nom QLED pour les LED quantiques. Ils s'en foutent, on va quand même dire que c'est du QLED. Voilà, les gens ne feront pas la diff, on s'en fout. Ok. Donc c'est la même entreprise, pour info, c'est Samsung, qui a, en guillemets, déposé l'appellation QLED pour les Quantum LED. Et puis il s'est dit, ben, on va faire des écrans QLED, mais sans Quantum LED, mais on va quand même les appeler QLED. Enfin bref, c'est le bordel. Donc QLED, c'est pas du tout une technologie révolutionnaire concurrente de l'OLED, ça n'a rien à voir. C'est un LCD équivalent, enfin c'est un LCD avec des meilleures couleurs. Certains préfèrent les couleurs des QLED aux OLED parce que comme il y a un peu plus de luminosité, elles sont un peu plus intenses, c'est pas faux. Mais tous les inconvénients des LCD demeurent. Vous avez des QLED en DAL TN, des QLED en DAL IPS, des QLED en DAL VA. Bref, ça reste un écran LCD juste avec des couleurs un peu meilleures. C'est tout. Et il y a des QLED entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, bref. Donc QLED n'est pas du tout une technologie comparable à l'OLED, ce sont deux trucs complètement différents. Dans la partie qui suit, on va voir deux, trois petites technologies qui peuvent être intéressantes dans le cadre des écrans. C'est valable que ce soit pour les écrans LCD, QLED, OLED, c'est quelque chose assez général. Et on va voir ça tout de suite. Dans la doc technique, des fois, il y a une information, c'est le nombre de bits des dalles pour les couleurs. Donc en fait, c'est le nombre de bits de chaque composante de couleur. De manière générale, sur des écrans conventionnels et en informatique, on code les couleurs en 24 bits. Donc 8 bits de rouge, 8 bits de vert et 8 bits de bleu. Donc ça, c'est le codage classique. Et vous voyez ici les différentes couleurs qu'on peut du coup, sur base de ce codage-là, reproduire avec un écran. C'est toute l'aire intérieure du triangle. Et donc il y a des dalles 10 bits, mais avec des protocoles, avec des codages différents de la couleur. On voit qu'en fonction du type de dalle, on peut du coup avoir un spectre de couleurs plus étendu. Il y a même des dalles 12 bits, mais ça c'est plus rare, qui peuvent encore plus étendre le spectre des couleurs. Cependant, pour que vous puissiez profiter de ces couleurs plus étendues, ben, il faut que toute la chaîne soit compatible. Il faut que votre source permette d'avoir les couleurs en autant de bits. Il faut que votre câble permette de transférer les données sur autant de bits et ainsi de suite. Donc il faut que toute la chaîne soit
compatibles. Bah, de manière générale, en écran, si vous achetez le plus bel écran du monde et que vous passez de votre temps à regarder des gros DivX en HD Lite que vous avez pompé sur le net, vous aurez pu prendre la télé premier prix, c'était suffisant. Voilà, il faut que la source d'image soit de qualité suffisante pour pouvoir profiter de votre écran, sinon ça ne vaut pas forcément la peine d'investir là-dedans. Donc, comme par exemple les télé 8K, ben, les sources 8K, il n'y en a pas des masses. Donc, à l'heure actuelle, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, voilà, faut quand même garder ça à l'esprit, c'est que si vos sources d'affichage n'ont rien de particulier, ben, ça sert à rien de prendre un écran qui a des couleurs de malade, avec des temps de réaction super bas. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez afficher. Une autre technique, c'est un peu lié à la précédente, c'est l'HDR, pour High Dynamic Range. Et donc, l'idée, c'est que la télé se règle toute seule vis-à-vis des contrastes. Donc, les contrastes se règlent dynamiquement. Et un affichage qui n'a pas ça, on appelle ça un affichage SDR. Voilà, donc ça, c'est l'affichage classique. Et l'HDR, c'est quand les contrastes se règlent tout seuls. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a comme avantage? Ben, il y en a plusieurs. Alors déjà, il y a une contrainte, c'est que ces techniques-là, il faut des écrans sur 10 bits. C'est une des contraintes. Et comme je le disais, toute la chaîne doit être compatible, hein, de la source, le câble, jusqu'à l'écran. Et il y a plusieurs normes HDR. Je vais vous montrer un peu plus tard, ça donne quoi comme qualité d'image. Mais la norme de base, c'est l'HDR10, où là, l'idée, c'est que vous commencez un film. Et en fonction du type de film, si c'est dans l'espace ou, je sais pas moi, dans la neige, vous n'aurez pas besoin du même niveau de contraste. Et donc, pour l'entièreté d'une séquence ou d'une partie du film, il y aura une information de réglage de contraste qui sera dans le signal vidéo et votre télé va se calibrer toute seule. Comme ça, vous ne devez pas jouer avec votre commande quand on passe en fonction de ce que vous regardez. L'HDR10 plus, c'est l'évolution au-dessus parce que là, c'est vraiment scène par scène, le contraste il change vraiment tout le temps pour essayer d'être le mieux contrasté possible de scène en scène. Donc ça, c'est vraiment là, c'est vraiment là où on a un gros gain, hein, sur l'HDR10+, par rapport à l'HDR10. Et il y a différentes normes. Il y a Dolby qui a fait une norme Dolby Vision, qui voulait sa propre norme propriétaire, et il y en a d'autres. J'ai un graphique qui illustre ça. Donc voilà le graphique. Donc ça c'était 2018, hein, je ne l'ai pas mis à jour, mais ça va sûrement traîner sur 2020. Donc chaque aire elliptique ou circulaire, vous avez une norme. Par exemple la norme HDR10. Et je vais prendre quelque chose que vous connaissez. Par exemple Netflix. Bon, on voit que les flux vidéo en Netflix, c'est de l'HDR10 ou du Dolby Vision. Mais c'est pas de l'HDR10+. Voilà, c'est cool. Donc, résultat, si votre télé ne fait pas Dolby Vision, vous êtes limité à, en tout cas en 2018 c'était comme ça, vous étiez limité à l'HDR10. Donc le contraste c'est pour toute la séquence, tandis que le Dolby Vision c'est scène par scène. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des boîtes d'un continent à l'autre, ils ne sont même pas su se mettre d'accord. Pour Philips, les États-Unis et Philips Europe, c'est pas les mêmes normes. Enfin bon, c'est magique. Donc voilà, HDR, quand on désigne HDR, on désigne un petit peu toutes ces normes-là. Et tout n'est pas compatible les uns avec les autres. C'est un peu le bordel. L'avantage du HDR, donc bon, ça c'est une illustration un peu marketing, mais pour l'avoir essayé, c'est vrai qu'il y a quand même un gros gain. Donc une image classique, et avec de l'HDR, on a tout de suite des contrastes plus améliorés. Enfin, c'est vraiment plus riche au niveau de l'image, au niveau des couleurs, grâce au contraste en fait. Bon, ici c'est peut-être un peu exagéré, mais dans la pratique, il y a quand même une différence entre les deux. Alors ici, on va parler d'une caractéristique technique, hein, donc c'est pas une fonctionnalité, c'est une caractéristique technique euh, propre principalement aux écrans numériques. C'était quelque chose qui n'était pas un problème du temps des tubes cathodiques que vous l'avez sûrement pas manipulé. C'est un retard à l'affichage qu'on appelle l'input lag. Et je vais vous illustrer ça. Donc ici, ce sont deux écrans qui sont branchés sur une même machine. Et l'image est dupliquée, hein. C'est la même image qui sort sur les deux écrans au même moment. Ce qu'il y a, c'est qu'à droite, vous avez un vieux tube cathodique. C'est analogique, donc dès que le signal électrique avec l'image arrive, bam, il l'affiche. Il n'y a pas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est de l'analogique. Par contre,
vous le savez, avec le numérique, et si vous avez oublié, je vous le rappelle, quand on travaille en numérique, il y a des calculs qui se font pour convertir les données à l'émission et aussi à la réception. Il y a éventuellement plus des post-traitements sur les données. Bref, il y a du traitement qui se fait. Résultat, ce traitement, c'est du calcul, c'est du temps de calcul. Du coup, quand l'image arrive dans l'écran, bah, il se passe des choses avant que l'écran puisse l'afficher. Et ça génère une latence. Et donc là, dans cet exemple c'est une photo qui est prise des deux écrans. Donc c'est un jeu vidéo. Et là, bah, d'un point de vue calcul sur la machine, les gens sont à un endroit bien défini. Sauf que sur cet écran-ci, vis-à-vis de la trame du jeu, ben, le joueur est déjà. Donc il y a un genre de précipice, on ne le voit pas bien ici, hein, parce que l'image est un peu dégueulasse, mais il y a un genre de précipice. Ben, le joueur avançait vers le précipice, et sur l'écran de droite, ben, il est déjà quasi au bord et il voit qu'il y a un ennemi. Tandis que sur l'écran ici, ben, il n'est pas encore arrivé. Donc l'image est en retard par rapport à la réalité entre guillemets virtuelle. Voilà, donc en gros, si vous avez deux joueurs qui s'affrontent et l'un est sur cet écran-là et l'autre est sur cet écran-là, bah, il est quand même probable que celui qui a l'écran de droite l'emporte quasi systématiquement. En tout cas, s'ils ont les mêmes réflexes, il l'emportera. Donc ça, c'est l'input lag, c'est le temps que l'écran met entre le moment où il reçoit l'image et le moment où il l'affiche. Voici un exemple de test qui a été fait sur différents écrans. Et ici, ce qu'ils ont mesuré, c'est l'input lag absolu, donc c'est-à-dire le temps de calcul du PC. Donc c'est entre le moment où on clique au moment où on a l'image, donc il y a le temps de calcul du PC qui intervient, plus le temps d'affichage de l'écran. On pourrait estimer que le temps de calcul de la machine, de toute façon, il est identique pour tous les écrans, c'est la même machine qui a été utilisée. Donc on pourrait estimer que le temps du calcul, parce qu'on n'a pas l'info pour ce test, du PC ce soit ça ne change pas grand-chose, hein, au fait. Et on voit du coup la partie à droite, ça c'est le temps de calcul, le retard à l'affichage de l'écran. On voit quand même qu'il y a des belles différences d'un écran à l'autre. Ce qu'il y a, c'est que ce temps d'affichage, il est rarement fourni dans la doc. Il y a un site qui essaie de tester tous les écrans, qui référence ça. J'ai plus le lien comme ça en tête, mais ça peut se retrouver. Et grosso modo, c'est 2 à 200 millisecondes le retard à l'affichage des écrans. Donc vous voyez, il y a un facteur 100 hein, entre les écrans. Et ce retard à l'affichage, ben, il est dû à quoi? Il est dû à l'électronique de l'écran qui est plus ou moins rapide et plus les différents post-traitements, les différents calculs appliqués à l'image pour l'améliorer qui interviennent au niveau des écrans. Donc, typiquement, les télévisions ont un retard à l'affichage plus élevé que les écrans de PC. Souvent c'est le cas parce qu'il y a plus de post-traitements appliqués sur les télés que sur les écrans de PC. Et que ce soit écran de PC ou télé, de plus en plus ces systèmes, il y a de plus en plus d'écrans qui ont un mode de fonctionnement low input lag que vous pouvez activer ou pas. Par exemple, quand vous activez sur votre TV le mode jeu vidéo ou mode low input lag, hein, des fois ça porte ce nom-là, ce qui se passe c'est que les post-traitements sont désactivés pour gagner un petit peu pour diminuer ce retard à l'affichage. Donc c'est principalement axé jeux vidéo, mais pas que. Imaginez que vous travaillez sur un système, je sais pas, je vais prendre un char d'assaut dans lequel il y a des écrans. Alors, ça paraît extrême comme exemple, bah, non, parce qu'on a eu un stagiaire dans le domaine l'année dernière. Donc vous avez un char d'assaut dans lequel il y a des écrans. Bah, c'est quand même préférable de prendre un affichage avec un retard à l'affichage le plus bas possible. Parce que même si on est en millisecondes, prendre connaissance de son ennemi 10 millisecondes avant lui, bah, ça peut vous faire remporter une guerre. Donc, c'est important. C'est important d'être conscient de ça, quoi, qu'il y a un retard à l'affichage et qu'il y a des systèmes beaucoup plus rapides que d'autres. Et puis aussi, ben, tant qu'à faire, hein, pour ceux qui sont des gamers entre vous, pour ceux qui perdent tout le temps, vous pouvez toujours prendre une bonne excuse qui est de dire ouais, mais c'est à cause de mon écran que je perds. Ce qui potentiellement, si vous avez un retard comme celui-là, bah, effectivement, ça peut expliquer pourquoi vous performez pas très bien sur Internet. Voilà, je vous ai trouvé une bonne excuse. Bon, passons aux critères suivants. Technologie souvent sous-estimée de la part des passionnés, c'est le taux de rafraîchissement dynamique. Donc, bon, vous aurez compris dans le titre, hein, l'idée c'est de faire varier le taux de rafraîchissement de l'écran,
Mais pourquoi le faire varier? Bah, pour qu'il coïncide avec le nombre d'images par seconde que le PC arrive à calculer. Bah, c'est utile que pour les jeux vidéo. Alors, c'est pas que mon cours est destiné que aux gamers, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est parce que il n'y a rien à faire. Les évolutions technologiques en informatique sont principalement poussées par le créneau du jeu vidéo. En tout cas, les puissances de calcul, c'est l'incitant numéro un. Ça commence à s'étendre un peu plus maintenant avec les data centers au niveau deuxième corps de business, mais depuis 30 ans, c'est quand même le secteur qui a le plus poussé pour avoir des puissances de calcul supérieures. Je suis convaincu que si les jeux vidéo n'existeraient pas, nous n'aurions pas des machines aussi puissantes qu'à l'heure actuelle. Ça n'existerait pas encore. Donc c'est quand même, bah, c'est pas compliqué, il ne faut pas oublier que le budget mondial du jeu vidéo est supérieur à l'industrie du cinéma, donc c'est quand même pas rien. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de technologies qui à la base sont utilisées pour ça, mais peuvent être détournées aussi pour d'autres activités. Bon, recentrons le cours sur ce taux de rafraîchissement dynamique. Et donc, euh, quel est l'intérêt? Eh ben, quand vos images par seconde ou FPS sont inférieures à la fréquence de rafraîchissement de votre écran, donc vous avez un écran 100 Hz par exemple, et vous jouez et vous avez à, je sais pas, 70 images par seconde. Eh ben, vous avez des légères saccades qui apparaissent quand vous avez des images par seconde inférieures à votre fréquence de rafraîchissement. Le fait d'avoir un taux de rafraîchissement dynamique, bah, votre écran va, si votre PC sort que 70 images secondes, l'écran va diminuer sa fréquence pour se mettre à 70 Hz. Et du coup, à chaque image affichée par l'écran coïncide une image calculée par votre PC. Euh, et donc, vous aurez une meilleure impression de fluidité. Ça, c'est déjà une première chose, c'est quand vous n'avez pas assez d'images par seconde, ça rend le jeu plus fluide. Si maintenant, c'est quand vous avez trop d'images par seconde, vous avez un phénomène qui s'appelle de déchirure d'image. Donc vous voyez ici aussi une l'éolienne, l'éolienne elle tourne, et sur une image affichée par l'écran, ce qui se passe c'est que comme votre PC, on va dire qu'il tourne, je sais pas, 300 images par seconde, et votre écran reste à 100 Hz, votre écran va commencer à afficher une première image, et puis il y a une nouvelle qui est faite par le PC, hop, il y a encore une nouvelle qui est faite par le PC, et ainsi de suite. Et donc vous avez des déchirures comme ça qui se font au niveau de l'image, mais ça reste fluide. Donc ça c'est un petit inconvénient. Et le fait du coup d'avoir ce taux de rafraîchissement dynamique, quand votre PC calcule trop vite, alors ça va dans l'autre sens, on va verrouiller le nombre d'images par seconde et votre PC va se limiter au nombre max d'images par seconde de l'écran. Ce qui s'appelle une synchronisation verticale, mais enfin bref. Donc ce système permet donc de faire coïncider le nombre d'images affichées au nombre d'images calculées et vice-versa. Et l'effet est assez bluffant. Par contre, il y a des inconvénients. Déjà, il existe plusieurs normes. Il y a deux grandes normes. Il y a la famille FreeSync et la famille G-Sync. Donc, il y a des normes. Il faut que votre carte graphique soit compatible, votre écran soit compatible et également votre câble, si vous avez sur des très hautes définitions, soit compatible. Donc, il faut que vous ayez ces trois choses-là compatibles pour que ça marche. Et en plus, il y a des versions à ça. Il y a différentes versions. Premium machin, version 2, tout ça. Enfin, bref, je vous passe les détails. Il faut que tout soit compatible pour que ça marche bien. Donc toute la chaîne doit être compatible. Et des fois tout est compatible, mais le résultat est bof. Pourquoi? Parce que c'est assez facile d'être compatible, mais votre écran doit être capable d'avoir une plage de variation du taux de rafraîchissement élevée pour que ce soit intéressant. Mais il y a des écrans, tout est compatible, mais ils sont capables de faire varier le taux de rafraîchissement entre 60 et 70 Hz par exemple. Ce qui veut donc dire que si votre PC calcule à plus de 70 images par seconde, il va se limiter à 70, ok. Et s'il descend en dessous de 60, ça va quand même saccader parce que votre écran ne sait pas descendre en dessous de 60 Hz. Donc il faut que vous ayez des plages de fréquence minimale et fréquence max, une plage étendue, pour que ce système soit intéressant. Ça commence tout doucement à apparaître en télé aussi, pour les consoles de jeux justement, donc c'est pas inintéressant comme mécanisme.
Dernière fonctionnalité avant de passer aux écrans du turfu, c'est la Motion Interpolation. Et donc ce système, c'est un truc qui est présent dans la majorité des télés. Et donc c'est un post-traitement. Le but de ce post-traitement, c'est de fluidifier les séquences vidéo. Donc rappelez-vous, si c'est un post-traitement, ça veut dire que ça génère de l'input lag. C'est d'ailleurs pour ça que c'est principalement dans les télés qu'il y a ça. C'est plus rare dans les écrans de PC. Et l'objectif, ben, vous avez une séquence vidéo. Donc votre source, par exemple, on va dire qu'elle est en 24 fps. Voilà, 24 images par seconde. Et votre télé ben, est capable d'afficher à plus que ça. Et donc au lieu de répéter plusieurs fois la même image, il y a un algorithme d'interpolation qui va sur base de l'image 1 et l'image 2, bah, vous calculez une image 1.5, voilà, et il va faire une interpolation bilinéaire entre les deux images et vous inventez une nouvelle image. Voilà, c'est un mécanisme. Donc il y a une image sur deux qui est fictive dans votre film. Il y a moyen de faire plus qu'une image intermédiaire. On peut en faire 3-4 avec ce système-là. Et voilà. Et donc ça fluidifie la séquence vidéo. L'inconvénient, c'est que ça peut des fois générer quelques petits artefacts visuels. Donc il y a des fois des séquences, enfin de mémoire, par exemple, vous avez un avion qui survole de la flotte, par exemple, et il y a une vue comme ça arrive des fois que des fois ça devient un peu tout flou autour de l'avion. Bah, typiquement, l'interpolation de mouvement, ça peut avoir des effets comme ça. Bref, il y a des fois des petits moments où c'est souvent dans les quand il y a quelque chose qu'on voit, qu'on suit bouger pendant longtemps, ça arrive souvent. Avec le décor qu'il y a derrière, ça arrive des fois qu'il y ait comme ça un petit artefact visuel qui apparaît. Ça, c'est un des inconvénients. Maintenant, voilà, c'est tout à fait supportable. Il y a un autre inconvénient, c'est qu'il y a des gens qui détestent ça. Il y a des gens qui, pour eux, le cinéma, c'est du 24 images par seconde. Et voilà, c'est écrit quoi. C'est comme ça. C'est 24 images par seconde. Et faut que ça soit comme ça. Faut que ça soit saccadé. C'est bien que ça soit saccadé. Et il y a même des pétitions pour dire Eh les gars qui faites des télés, vous êtes des connards. Il faut désactiver l'interpolation des films. C'est pas bien. Voilà. Écoutez, il faut tout pour faire un monde. Je vous laisse seul juge sur le bien fondé de cet argument. Mais voilà, donc il faut savoir que cette technologie-là peut être intéressante. Et d'ailleurs, c'est des fois, je sais pas si vous avez déjà eu cette impression-là, mais des fois vous regardez une séquence vidéo sur votre PC, c'est un peu saccadé, vous la regardez sur votre télé, c'est plus fluide. C'est dû à ça, c'est dû à l'interpolation de mouvement. Pour achever ce chapitre et le cours, juste un petit mot sur le futur des écrans, qui est un futur proche, hein. Je ne parle pas du futur en 2143, donc c'est dans les années qui viennent. Ce serait quand même intéressant de savoir les deux technologies phares qui vont sortir. Première nouveauté, c'est la technologie qui enfin initialement s'appelait QD OLED, je vais venir après sur le nom. Et donc l'idée, c'est la fusion de la technologie QLED avec la technologie OLED. C'est Samsung qui bosse là-dessus. Donc quand je parle de QLED, je parle des QLED qu'on trouve dans le commerce, hein, des écrans classiques, qui s'appellent QLED mais qui ne contiennent pas de QLED. Voilà. Et l'idée, c'est de remplacer dans ces écrans, de dégager les LED du rétroéclairage et de mettre une dalle OLED. Sauf que contrairement à un OLED où il faut de l'OLED, des pixels bleus, rouges et verts sur un écran OLED, ici cette dalle OLED, ce sont tous des pixels bleus et qui émettent de la lumière bleue partout. Et devant cette dalle, bah, il y a les filtres QLED qui reçoivent une lumière bleue en entrée et qui soit font passer le bleu, soit transforment le bleu en vert ou en rouge. Et donc l'avantage de ce système, c'est que bah, ce n'est pas un rétroéclairage permanent, vous allumez ou vous coupez le rétroéclairage derrière chaque pixel grâce à cette dalle OLED. Donc c'est le principe de fonctionnement. Et en plus, bah, ça coûte moins cher de fabriquer une dalle complètement bleue au niveau OLED qu'un écran OLED complet. Donc ça baisse les coûts de production par rapport à un écran OLED. Ce n'est évidemment pas pour ça que ça sera moins cher à l'achat. Ça, c'est juste pour les coûts de fabrication côté fabricant. Et ça ne résout absolument pas le problème d'usure des OLED. Voilà, donc ça apporte des avantages de l'OLED, tout en apportant également des inconvénients de l'OLED.
et ça a également ça supprime des inconvénients du QLED, mais ça amène également des inconvénients du QLED. Bref, donc c'est une technologie un peu hybride qui va sortir, et pour la petite histoire, c'est marrant, c'est que ils ont changé le nom de ça récemment. Ça va s'appeler, en tout cas, la dernière nouvelle que j'avais, c'est que ça allait s'appeler QD Display plutôt que QD OLED. Parce qu'il faut savoir que donc OLED, c'est plus la marque LG qui pousse l'OLED. Samsung a fait toute une promo marketing contre l'OLED, alors que c'est le plus gros fabricant d'OLED pour les téléphones. Enfin bon, bref. Du coup, comme le marketing a essayé de dégommer les OLED de LG, ben, ils se sont dit, ouais mais merde, on a passé notre temps pendant des années à dire que l'OLED c'était de la merde. On peut pas dire que notre nouvelle technologie s'appelle QD OLED. Qu'il y ait de l'OLED dedans, on s'en fout, les gens ils le savent pas, c'est pas important. Donc on va mettre un autre nom, on va appeler ça QD Display, parce que QD OLED, c'est pas cohérent avec notre campagne marketing précédente. Voilà, donc aux dernières nouvelles, ça s'appellera un QD Display. L'autre technologie du futur, ce sont les écrans QLED, les vrais. Donc pas les QLED qu'on a dans le commerce. Donc ça s'appellera sûrement autrement que QLED, je ne sais pas comment. Et donc l'idée de ces écrans QLED, c'est des QLED qui s'appelleront pas QLED, mais qui contiendront des LED QLED. Ouais, je sais, il faut suivre. Et donc ces LED QLED, c'est quoi? Sont des quantum LED et sont des LED suffisamment petites pour qu'il y ait une LED pour chaque sous-pixel de l'écran. Ce qui veut dire que sur un écran en 4000 par 1900 et ben, enfin 4000 par 2000, ben vous avez 4000 par 2000 fois 3 LED quantiques. Et donc tout peut être allumé et éteint indépendamment les uns des autres. C'est une technologie qui est vraiment géniale, sauf qu'à l'heure actuelle, les LED ne sont pas suffisamment petites que pour faire des télévisions. Et donc c'est en cours d'évolution. Et en plus, techniquement, une fois que les LED seront suffisamment petites, bah, c'est qu'une grosse plaque de LED. Voilà. Et donc l'avantage de ça, ben, en dehors du fait qu'il faut le fabriquer, utiliser des matériaux, le payer, l'acheter et que ça consomme de l'électricité, si je mets tout ça sur le côté, ben, il n'y a plus d'inconvénients. Voilà. Enfin, à ma connaissance, c'est la technologie parfaite parce que vous faites ce que vous voulez. Il n'y a plus de temps de réponse. Les fréquences, vous montez aussi où vous voulez. La luminosité, bah, il suffit de mettre suffisamment de jus. Les contrastes, bah, vous coupez les LED là où il n'y a pas besoin de lumière comme de l'OLED. Donc c'est vraiment la technologie ultime. Et alors, il faut savoir que ça, je présente ça comme sur le futur, mais en fait c'est déjà le présent avec un truc qui s'appelle les Crystal LED. Ça c'est un nom donné commercial donné par Sony, ou les micro LED. Et je vais en parler au calque suivant. Donc ces micro LED, ben, c'est ce que je viens de vous présenter, sauf que c'est pas des QLED parce qu'elles sont encore assez grosses que pour s'appeler Quantum LED. Et c'est utilisé, il n'existe que 2 ou 3 télés à ma connaissance, mais de très grande taille, comme vous pouvez le voir ici dans l'illustration, qui ont cette technologie-là. Et donc c'est vraiment comme ce que j'ai expliqué précédemment. Sauf que bah, à l'heure actuelle, le problème de ça, c'est le prix. Donc vous voyez, on est à 1000 € du pouce. L'écran que vous avez là sous les yeux doit faire quelque chose comme de l'ordre de 100 pouces. Bon, bah 1000 € du pouce, vous avez compris que c'est de l'ordre de 100 000 € la télé. Voilà, c'est pas encore très répandu, quoi. Donc vous n'allez pas aller chez MediaMarkt acheter ce truc-là. Sinon, c'est très utilisé et là, ça se répand fortement, donc pas chez le grand public, mais dans le monde professionnel au cinéma. Donc, par exemple, la série Le Mandalorian, plutôt que de tourner avec des acteurs sur des fonds verts et faire de l'incrustation d'images en post-production, ils tournent dans des gros studios de télé, enfin des gros studios de cinéma, de films, où ils filment, et ce sont des murs complets d'écrans de ce type-là. Et donc ils projettent les images, des fois des trucs calculés en 3D temps réel, derrière les acteurs, ils filment,
et ça y est, bingo, il y a déjà la scène qui est faite dans des mondes post-apocalyptiques, sans devoir forcément faire des mois de post-traitement derrière, et sans devoir filmer sur fond vert. Et en plus, pour l'acteur, c'est pas mal parce qu'il voit l'environnement dans lequel il évolue. Donc à l'heure actuelle, c'est utilisé principalement dans ce domaine-là. En résumé, donc les écrans. Là, je vous ai mis un tableau qui compare tous les écrans qui existent, enfin les types d'écrans qui existent. Il n'y a pas les trucs du turfu là dont on vient de parler. Donc, il y a la famille des LCD, les OLED, et alors j'ai quand même mis les micro LED dedans, histoire d'être complet, donc le truc hors de prix dont on vient de parler. Première ligne, ben, qu'est-ce qui se passe si on n'alimente pas les pixels? Ben, dans le cas des LCD, comme il y a un rétroéclairage allumé en permanence, dans le cas du TN, si je joue pas avec les cristaux liquides, le rétroéclairage traverse la dalle et donc j'émets du blanc. Dans toutes les autres technologies, dans le cas des LCD, ben, VA-IPS, le rétroéclairage est bloqué par les cristaux liquides. Donc ça émet du noir, enfin du noir, j'aurais dû peut-être mettre anthracite parce que c'est pas un noir parfait. Et dans le cas de l'OLED et du micro-LED, il se passe rien, on n'alimente pas, donc il n'y a pas de lumière émise. Ensuite, le rendu des couleurs, bah, TN c'est nul, VA ça va, IPS c'est mieux. Et puis OLED c'est un cran au-dessus et micro-LED aussi. Si vous avez une version QLED d'écran LCD, alors bah, c'est un petit peu amélioré par rapport à une version non QLED ou technologie équivalente. Donc je crois que chez LG c'est NanoCell que ça s'appelle l'équivalent du QLED. Donc c'est juste une amélioration sur le rendu des couleurs, le QLED. Ensuite, au niveau des contrastes, bah, vous voyez que la hiérarchie entre les LCD est un petit peu différente. Donc le TN il est toujours mauvais quoi qu'il arrive. Les contrastes sont un peu moins bons sur IPS, ils sont meilleurs sur VA. Voilà. Donc ça, on fait que résumer. Et si vous avez une version de cette dalle-là en version mini LED ou technologie équivalente, vous avez plein de petites zones qui savent être allumées et coupées au niveau du rétroéclairage, ce qui améliore de façon globale les contrastes de l'écran. Cependant, rien de comparable avec les autres technologies où là, quand on veut quelque chose de sombre, on n'émet pas de lumière. Donc là, les contrastes sont nickel. Ensuite, au niveau des temps de réponse, donc les temps de réorientation des cristaux liquides, ben là, les TN cette fois-ci, c'est les meilleurs, donc ce sont ceux qui sont les plus réactifs. Attention, il y a des écrans, par exemple IPS, qui sont plus réactifs que des TN, parce que faut comparer évidemment des gammes équivalentes. Si vous prenez un écran TN de chez Wish qui a coûté 40 balles, bah, il est fort probable qu'il ne soit pas très réactif, qu'il ait des couleurs dégueulasses, qu'il ait des contrastes. Enfin voilà. Donc il faut comparer évidemment des gammes comparables. Le temps de réponse entre VA et IPS, c'est un plus délicat de les comparer. Et par contre, là, en OLED et micro-LED, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement physique, les temps de réponse sont meilleurs. Les angles de vision, là c'est une catastrophe en TN, et puis VA et IPS, c'est correct, et ils sont excellents sur les autres technologies. La luminosité, ici c'est quand même assez avantageux en LCD, vu qu'on a un rétroéclairage puissant, on est capable de faire une forte luminosité par rapport à de l'OLED où c'est pas génial. Et par contre, de nouveau, le micro-LED, aucun souci. Et autre avantage du LCD, ben, il n'y a pas de burn-in, quoi. Donc vous pouvez laisser un logo allumé en permanence, ça ne va pas cramer la dalle. Avec l'OLED, c'est une catastrophe. Donc on va essayer d'éviter de faire de la bureautique et des choses comme ça avec des écrans OLED. C'est d'ailleurs pour ça que l'OLED en écran PC n'est pas très courant. De nouveau, le micro-LED, nickel, pas de souci. Et alors ici, il y a les tarifs. Là, c'est suffisamment parlant. J'ai pas mis non plus dans le tableau ici qu'avec les micro LED, la densité, donc la taille des pixels, ils sont encore fort gros, donc c'est pour ça que le micro LED, imaginons même que vous êtes milliardaire, bah, il n'y a pas de micro LED pour écran de PC parce que les pixels sont encore assez gros, quoi. Donc ça n'existe pas encore dans écran de petite taille. Voilà, ceci clôture donc le chapitre et par la même occasion le cours.